À Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, Boker Tov, une nuit à nouveau de tension en Israël. Oui, en effet, il en a avec 6 salves de missiles qui ont été tirées depuis l'Iran vers le territoire israélien. 4 d'entre elles ont visé Jérusalem et sa région. Les sirènes ont également retenti dans le nord du pays avec des tirs venus à la fois d'Iran et du Liban. En réponse, Tsahal a mené des frappes contre plusieurs cibles en Iran dans le cadre d'une intensification des opérations contre les infrastructures du régime. Et hier, dans la journée, l'Iran a lancé une salve de missiles également visant les infrastructures énergétiques de la baie de Haïfa. Oui, une attaque présentée comme une riposte à une frappe israélienne menée la veille contre un site gazier iranien. Selon les autorités israéliennes, un impact direct a touché le complexe de raffinage de Bazan. Des perturbations ont été signalées avec des coupures de courant dans plusieurs zones du nord du pays. La censure militaire a autorisé la publication de ces informations. Aucune victime n'est à déplorer et les dégâts restent limités. L'armée israélienne confirme avoir frappé pour la première fois la marine iranienne. Oui, une opération d'ampleur avec 5 navires qui ont été visés, dont 4 lance-missiles et un patrouilleur, mais aussi un centre de commandement et un chantier naval tout près de la mer Caspienne, à plusieurs centaines de kilomètres de Téhéran, selon Tsahal toujours. Il s'agit de l'une des opérations les plus importantes depuis le début du conflit, avec un impact direct sur les capacités militaires du régime iranien. Et sur le front nord, un missile tiré depuis le Liban a frappé un immeuble d'habitation à Kiryat Shmona. C'était hier dans l'après-midi un bâtiment de 5 étages qui a été directement touché, provoquant d'importants dégâts. Le bilan fait état de plusieurs blessés, un dans un état grave, un autre modéré et 2 plus légèrement touchés. Selon le Magen David Adom, les secours ont découvert une scène de destruction à leur arrivée, fumée, gravats et effondrement partiel du bâtiment. Les victimes ont été extraites des décombres et les pompiers ont poursuivi les recherches pour s'assurer qu'aucune personne ne restait piégée. Malgré la situation tendue, Olivier, l'armée israélienne annonce par ailleurs un début de retour à la normale. En effet, avec Tsahal qui envisage d'assouplir les consignes du commandement du front intérieur pour la semaine prochaine, avec une reprise progressive des cours et de l'école dès dimanche dans certaines régions. De nouveaux établissements pourraient donc réouvrir, y compris dans la région du Gush Dan, c'est-à-dire dans le centre du pays, mais prudence en cas de reprise ou d'intensification des tirs depuis l'Iran. Ces mesures pourraient être rapidement annulées. Hier soir, Benjamin Netanyahou a tenu une conférence de presse pour faire le point au justement 20e jour de guerre. Tout à fait, un discours à la fois offensif et rassurant. Le Premier ministre a salué la résilience des Israéliens confrontés aux sirènes et aux abris depuis le début de la guerre. Il a rappelé les objectifs de l'opération Rugissement du Lion, empêcher l'Iran d'accéder au nucléaire et réduire ses capacités balistiques. Selon lui, des centaines de lanceurs de missiles ont déjà été détruits. L'arsenal iranien sera en cours de démantèlement et le régime iranien serait incapable aujourd'hui d'enrichir de l'uranium. Benjamin Netanyahou a aussi voulu rassurer sur l'économie. Il évoque une reprise progressive et aussi des aides pour les citoyens israéliens touchés. Le ministre français des Affaires étrangères est attendu, lui, ce matin en Israël. Oui, Jean-Noël Barrot doit effectuer une visite éclair directement venue depuis le Liban où il se trouvait hier. Il rencontrera à Jérusalem son homologue israélien Gideon Sa'ar. Au cours de cette visite, une initiative diplomatique portée par la France concernant le Liban. Objectif, tenter d'ouvrir des discussions directes entre Israël et le Liban. Le chef de la diplomatie israélienne affirme qu'Israël souhaite voir le Liban rejoindre le cercle de la normalisation dans la région. Mais selon lui, le principal obstacle reste le Hezbollah. Et puis on termine ce journal avec des cheikhs de Dubaï qui se seraient montrés fascinés par un texte religieux consacré à la guerre en cours. Tout à fait, avec une information qui a été révélée par un rabbin, le rabbin Yossif Zvi Ramon, lors d'un séminaire de la Yeshiva Merkaz Arabe, ici à Jérusalem. Il explique qu'un livret qu'il a écrit, intitulé Megillat Tkouma, circule actuellement dans les pays du Golfe. D'après lui, les responsables émiratis auraient même exprimé le souhait de recevoir un enseignement sur la dimension religieuse de cette guerre et notamment sur le rôle de Dieu dans ce qu'il appelle une guerre de renaissance. Toujours selon ces informations,
informations. Petite délégation de rabbins serait même rendue dans le Golfe pour échanger avec les responsables locaux. Et on va jeter un coup d'œil sur la météo de ce vendredi 20 mars 2026 avec un temps qui va être hivernal ce week-end et ce Shabbat, avec une baisse des températures et des pluies qui sont à prévoir sur l'ensemble du pays. Les températures prévues aujourd'hui, il fera jusqu'à 17 degrés à Haïfa, 19 à Tel Aviv, il fera jusqu'à 15 degrés ici à Jérusalem, 20 à Beersheba et 24 à Eilat. Emmanuel Razavi, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Vous êtes grand reporter, vous êtes spécialiste de l'Iran, vous travaillez depuis des années sur les mécanismes internes du régime. Vous avez écrit aussi d'ailleurs plusieurs ouvrages concernant justement le régime iranien, dont La face cachée des mollahs et Paris-Téhéran, le grand dévoilement. Et on va essayer avec vous, Emmanuel, essayer de comprendre un peu de quelle manière aujourd'hui, quel est l'état d'esprit en fait du régime iranien aujourd'hui, du pouvoir, en tout cas de ce qui reste du régime iranien. D'abord, est-ce que vous pouvez essayer de nous faire comprendre comment se trouve aujourd'hui le régime iranien, dans quel état d'esprit il se trouve? Alors, c'est une bonne question. Si vous le permettez, je vous répondrai en fait en parlant objectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Israéliens, comme les Américains, qui avaient établi un certain nombre de cibles en Iran, ont respecté très largement même leurs objectifs. Ils les ont atteints. Parmi ces objectifs, il y avait évidemment en fait le fait d'abattre un certain nombre de dirigeants. Je parle de dirigeants historiques de la République islamique d'Iran, donc des gens qui sont arrivés avec la révolution de 1979, ou si vous voulez, qui se sont fait connaître dans les années 80 pendant la guerre Iran-Irak. Aujourd'hui, une importante partie en fait de ces personnalités, de ces dignitaires historiques du régime, donc, a été tuée, ce qui fait quand même que ça, en dehors des structures, si vous voulez, même du régime, c'est très symbolique d'une part. C'est aussi en fait des gens qui avaient un véritable pouvoir, qui étaient, je pense à Larijani notamment, qui était en fait au cœur, au centre de l'appareil sécuritaire évidemment du pays, qui avait la mainmise en fait sur le pouvoir depuis la mort du guide suprême Ali Khamenei. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la République islamique, soyons clairs, elle est affaiblie. Elle est affaiblie structurellement, évidemment militairement, structurellement en raison de ces personnalités qui ont été tuées. Je crois que nous sommes dans une période qui est assez déterminante parce que ça crée peut-être une fenêtre d'opportunité, si vous voulez, pour les Iraniens qui pourraient redescendre éventuellement dans la rue, mais surtout pour les oppositions iraniennes, démocratiques, qui pourraient, si vous voulez, prétendre incarner une alternative, à juste titre. Donc aujourd'hui, je dirais que, je le dis notamment pour des gens qui, depuis quelques jours en France, j'entendais en fait des spécialistes dire que les Américains, Israël, faisaient face à un enlisement. Alors, je ne sais pas où ils ont vu l'enlisement. Oui, côté iranien, ça c'est sûr. La République islamique d'Iran, aujourd'hui, elle est quand même très, très, très abîmée. Voilà. Après, j'ai entendu aussi certains, je ne sais pas si on peut les appeler des spécialistes, mais en tout cas des journalistes et des commentateurs qui disaient justement aussi que toutes ces éliminations qui avaient été faites par Israël ou par les États-Unis n'avaient aucun impact en fait sur le régime iranien. Est-ce que vous pouvez nous dire quel impact a ces éliminations qui ont été faites depuis donc le début de la guerre? Alors, encore une fois, ce genre d'analyse qui est faite par certains peut-être experts me paraît, soit un peu courte, soit répondre de l'ignorance. Mais vous vous doutez bien, dans n'importe quel pays d'ailleurs, quand vous tuez en fait la tête ou les têtes du pays, ce qui est important, c'est pas que le guide suprême. Le guide suprême, tout a été pensé pour le remplacer quand il meurt. On l'a bien vu, il y a un triumvirat qui gère les affaires courantes. Ce qui impacte énormément en fait le régime au-delà du guide suprême, c'est que l'ensemble en fait des chefs des appareils militaires, paramilitaires, je parle des gardiens de la Révolution, des chefs, si vous voulez aussi, du contre-espionnage, du renseignement et également en fait de l'appareil sécuritaire disparaissent en même temps. Quand le pays, dans le même temps, voit son armée, enfin, il y a une énorme partie, c'est important aussi de l'entendre, des défenses aujourd'hui anti-aériennes
iraniennes qui ont été en fait détruites. Mhm. Une partie des lanceurs, une importante partie des lanceurs, pardonnez-moi, de missiles aussi ont été détruits. Enfin, si vous voulez, les gens qui disent ça, Ouais. pour moi, c'est un tour de magie. Ce sont je les appelle les prestidigitateurs, si vous voulez, Ouais. parce que, en fait, ils inversent quelque part la réalité. Alors je comprends, il y a toujours une part d'idéologie, il y a Bien aussi sûr. une part des gens qui ne connaissent pas de mimétisme, on répète ce qu'on a entendu à la télévision ou sur une radio sans trop savoir. Voilà. Mais- La réalité aujourd'hui, c'est que la République islamique, elle est endommagée de façon extrêmement importante. Moi, je pense sincèrement qu'elle pourrait, alors je ne dis pas demain ou après-demain, mais peut-être dans les semaines qui viennent, elle pourrait tout à fait sombrer. Ouais. La vraie question, c'est évidemment qu'est-ce qui en sortira ou qu'est-ce qui sortira après, une fois qu'elle sera tombée. Alors, qu'est-ce qu'il en sortira? Et puis surtout, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce régime? Parce que on ne sait pas exactement qui est le dirigeant, et on parle aussi beaucoup de division interne, pardon. Est-ce que aujourd'hui, vous avez l'impression que le régime iranien est fracturé? Alors, le régime iranien, vous avez raison d'en parler, il est fracturé depuis plusieurs années. D'abord, il est fracturé entre deux tendances. Il y a les conservateurs qui sont issus de la révolution islamique de 1979, qui sont les durs, ce qu'on appelle les khomeïnistes, si vous voulez, donc du nom Khomeini, du fondateur de la République islamique. Et puis, face à eux, vous avez un clan qui est plutôt un clan affairiste. Ce sont des affairistes, des pragmatiques, des mafieux souvent d'ailleurs. Il y a beaucoup en fait de ces gens-là qui sont partie prenante du trafic de drogue, du trafic d'armes, trafic d'art, etc. Et ces réformateurs aujourd'hui, comme ils veulent protéger, si vous voulez, leur argent, qui se sont enrichis considérablement, ce sont eux qui sont plutôt favorables, si vous voulez, à une négociation en fait avec l'Occident. Ils veulent protéger leur famille et protéger évidemment l'argent sur laquelle ils ont mis la main. Je le dis parce que ces réformateurs, ils travaillent souvent aussi avec la tête des gardiens de la Révolution, et en fait, ils ont la main mise sur quasiment 2 tiers de l'économie iranienne, sans compter les investissements qu'ils ont fait dans le monde entier. Donc il y a déjà cette opposition entre ces deux tendances. Mais au sein même des réformateurs aujourd'hui, vous avez des fractures. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne parlent plus. Le président iranien Massoud Pezeshkian, vous savez que c'est un réformateur. Qui est encore une fois réformateur entre guillemets. Je crois que j'ai été clair sur ce qu'ils sont. C'est des mafieux. Mais Pezeshkian, aujourd'hui, se retrouve seul. Beaucoup d'autres réformateurs considèrent qu'il est aussi le responsable des massacres de masse qui ont eu lieu les 8 et 9 janvier dernier. Vous savez que les forces sécuritaires du régime ont massacré des milliers, des dizaines de milliers d'Iraniens. Et évidemment, il est aussi comptable de ces massacres. Donc il y a une rupture au sein même, si vous voulez, de l'appareil en fait des réformateurs. Mais c'est vrai aussi chez les conservateurs. Je vais vous donner un exemple. Une partie de l'entourage d'Ali Khamenei, donc le dernier guide suprême, qui est mort il y a quelques semaines, ne voulait pas de son fils comme successeur. Vous savez que c'est Mojtaba Khamenei qui lui a succédé, son fils. Et Mojtaba Khamenei était surnommé par ces gens-là. Alors je vous le dis parce que c'est des gens du régime qui m'ont raconté déjà depuis longtemps, mais il était surnommé stupide, l'idiot. En fait, il était perçu comme quelqu'un n'ayant pas la compétence pour succéder. Pas très charismatique non plus. Non, mais tout se tient, effectivement. Il n'était pas charismatique non plus. En revanche, c'est un homme de réseau. Donc, c'est un homme qui a fait la guerre Iran-Irak, qui est auréolé quand même d'une certaine, entre guillemets, gloire, comme beaucoup de soldats iraniens qui ont fait, gardiens de la Révolution, qui ont fait la guerre Iran-Irak. Mais c'est un homme de réseau, c'est un homme qui est lié aux gardiens de la Révolution, c'est un homme qui est lié aussi au Basij, vous savez, la milice civile du corps des gardiens de la Révolution. Et donc, c'est un homme qui a acquis, malgré son manque de charisme, malgré en fait les oppositions qu'il y avait au sein de son entourage ou de l'entourage de son père, qui a acquis une certaine importance par les réseaux qu'il tient, et notamment les gardiens de la Révolution, qui ont beaucoup insisté, qui ont fait pression auprès de l'Assemblée pour qu'il soit nommé. Quand je dis qu'ils ont fait pression, c'est-à-dire qu'ils sont allés voir certains membres de l'Assemblée en leur disant « si vous ne votez pas pour Mojtaba, on va s'occuper de vos familles ou vous faire arrêter ». Donc ils ont voté pour lui, mais la réalité, si vous voulez, c'est que derrière ça, ce sont les gardiens de la Révolution qui tiennent le pouvoir à Téhéran, en tout cas pour une partie, puisque vous l'avez dit extrêmement justement, il y a quand même des divisions très fortes, très profondes en fait. Alors il y a une question aussi qu'on se pose beaucoup en Israël, et vous avez enquêté sur ça, si je ne me trompe pas, et c'est bien sûr toutes ces éliminations qui ont été faites n'ont pas pu être faites sans qu'il y ait une infiltration dans le régime, que ce soit le Mossad, que ce soit les services de renseignement américains.
on est sûr aujourd'hui qu'il y a eu une infiltration. Comment le régime iranien voit cette infiltration? Est-ce qu'ils ont peur, justement? Parce qu'en fait, avec cette infiltration, toute personne qui est autour de ce régime peut être justement des personnes infiltrées. Donc comment ça se passe? C'est intéressant de savoir comment ça se passe au sein même de ce pouvoir, de savoir que tout le monde est un peu suspect, en fait, quelque part. Une forme de paranoïa s'est instaurée en fait au sein du régime. C'était quelqu'un d'ailleurs de l'entourage d'Ali Khamenei qui m'avait dit ça il y a 1 an et demi et qui m'avait dit il y a en fait plus personne ne fait confiance en fait à son voisin de bureau. Certains se parlent à peine, tout le monde soupçonne tout le monde. Et une réalité, c'est que ces opérations d'infiltration en fait de la République islamique d'Iran, elles se sont faites à très haut niveau, c'est-à-dire y compris au sein de l'entourage d'Ali Khamenei. Le guide suprême qui a été éliminé, au plus haut niveau en fait des états-majors des gardiens de la Révolution, le bras armé du régime, de l'armée aussi. Alors comment ça s'est fait? Ça s'est fait d'une part par des agents en fait israéliens, mais surtout par des gens qui ont été recrutés. Et je le dis pour vos auditeurs, la population iranienne, elle est majoritairement contre le régime des mollahs. Il y a une fracture très profonde depuis des années. La population israélienne, très souvent, elle veut des rapports pacifiés avec Israël. Vous savez, on a l'habitude de dire que les Israéliens sont nos cousins germains. Donc, il y a ça. Et je crois que ça a quand même facilité une partie du recrutement, je dirais, des services secrets israéliens en Iran, parce qu'ils ont eu des gens qui étaient sur le même logiciel, en fait, je dirais, à la fois idéologique, mais surtout, je pense, anti-islamiste qu'eux. Il y a eu aussi des gens qui ont été retournés simplement parce qu'ils ont été achetés, donc des gens qui ont trahi. Voilà. Alors parfois par conviction, parfois par voilà, en s'achetant une nouvelle vie et en étant exfiltré au bon moment en fait comment dire d'Iran. Il y a un espionnage aussi traditionnel qui est technologique. Il ne faut pas oublier que voilà, les écoutes ça existe aussi, mais c'est cet ensemble de choses. Maintenant, ce que je voudrais quand même vous dire, c'est que depuis les années 80, les opérations en fait d'infiltration, elles ont duré et elles durent encore, mais sur un très très long terme. C'est ça quand même qui est assez incroyable. Je me suis intéressé à ça, à ce qu'ont fait les Israéliens en matière de renseignement en Iran, mais même la série Téhéran, je crois, n'y avait pas pensé tellement, c'est presque incroyable. Et en fait, c'est ça qui a été très utile, c'est penser le renseignement et l'infiltration sur le très long terme. Après, vous avez d'autres pays quand même qui ont du renseignement à l'intérieur de l'Iran. Les Américains, bien sûr. Évidemment. Alors peut-être dans une moindre mesure. Et puis vous avez aussi des Français, je l'ai raconté avec Jean-Marie Montaï, mon co-auteur. On a parlé de Mathieu Gadiri, vous savez, cet ancien du contre-espionnage français qui a infiltré les services secrets iraniens pendant des années. Alors, dans une moindre mesure que ce qu'ont fait évidemment les Israéliens, mais quand même c'est important de le dire parce que ça montre globalement la porosité comment dire, d'un système que le monde entier a craint depuis 47 ans et dont on se rend compte en fait qu'il est il est fragile, très clairement. Et justement, pour terminer cette interview, je voudrais vous poser une question justement sur la fragilité du régime et de savoir est-ce qu'aujourd'hui ce régime iranien a plus peur d'Israël ou de son propre peuple? C'est intéressant ce que vous dites là parce que si vous regardez quand même le conflit présent, la République islamique d'Iran fait face aujourd'hui aux États-Unis et à Israël. Et pour autant, le régime a fait massacrer des milliers, des dizaines de milliers en fait d'Iraniens. Des dignitaires du régime ont dit très publiquement qu'ils étaient en guerre contre la population. Ce qui veut dire qu'en fait, Téhéran livre une guerre sur plusieurs fronts, évidemment le front des attaques en fait israélo-américaines, mais aussi contre sa population qui ne veut plus. Je vais vous donner un chiffre, si vous le permettez. Il y a quelques très mois, rapidement. La Fondapol et l'Institut Gaman, qui analysent les tendances en Iran, notamment les tendances politiques, ont publié une étude très intéressante qui dit que 81% des Iraniens ne veulent plus entendre parler de la République islamique d'Iran. Je pense que ça dit tout. Je suis d'origine iranienne. Enfin, on déteste ce régime, vous voyez. Alors, je travaille beaucoup dessus en tant que journaliste, évidemment, mais je connais assez bien la psyché, je dirais, la psyché iranienne. Tout le monde veut des rapports très pacifiés, très apaisés avec l'Occident, avec Israël, avec les États-Unis. C'est une évidence. Presque plus personne, à part les rentiers du régime, qui sont de moins en moins nombreux, ne veut en fait de cette République islamique.
Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces propos qui sont très intéressants et votre analyse concernant le régime iranien. Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kelly. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. À vous. Cette fois, Eretz Nehederet est allé trop loin. La célèbre émission satirique israélienne a choqué en choisissant en pleine guerre de parodier le guide suprême iranien Ali Khamenei. Celui-ci est apparu dans le sketch souriant, presque même sympathique, au milieu des flammes de l'enfer, avec un message qui a fait grincer beaucoup de dents en Israël. « Bravo les Israéliens, dit Ali Khamenei, vous m'avez éliminé grâce à vos technologies et à votre savoir. Mais permettez-moi de vous rappeler qu'avant que nous n'arrivions au pouvoir, l'Iran était aussi un pays comme Israël, libéral et prospère, avec ses ingénieurs, qui d'ailleurs sont ensuite partis. » Un message dont la subtilité n'a échappé à personne. À travers la voix de Khamenei, les créateurs d'Eretz Nehederet affirment « Attention, la démocratie israélienne, laïque et libérale, n'est pas à l'abri. Si les religieux devaient prendre le pouvoir à Jérusalem, Israël se transformerait en un régime théocratique qui n'aura alors rien à envier à l'Iran. » En osant une comparaison aussi scandaleuse, les auteurs du sketch ont bien entendu voulu choquer. Mais ce faisant, ils ont surtout prouvé qu'ils restaient prisonniers de carcans idéologiques qu'ils se sont eux-mêmes forgés. Car, et c'est une réalité historique, l'une des principales hantises de la gauche israélienne, c'est de voir la démocratie laïque d'Israël, qu'elle prétend avoir créée en 1948, devenir un sombre état religieux, obscurantiste. Déjà dans les années 80, cette gauche, soi-disant ouverte et tolérante, reprochait à Menachem Begin et à ses alliés orthodoxes de s'inspirer de l'ayatollah Khomeini. Le Likoud a exporté le khoménisme en Israël, clamé l'un des slogans électoraux de la gauche en 1981. Et elle interprétait alors le moindre projet de loi à caractère religieux comme l'amorce d'une redoutable poussée cléricaliste à la israélienne. 40 ans plus tard, force est de constater que cette hantise perdure au sein de ce qui reste de la gauche israélienne. Et ce qui est plus incroyable encore, c'est que les auteurs d'Eretz Nehederet soient restés prisonniers de stéréotypes primaires selon lesquels un religieux est un extrémiste qui pousse Israël vers le bas, tandis que l'ingénieur informatique laïque est un génie qui le projette vers le haut. Dans l'environnement wokiste dans lequel évoluent les intellectuels, il ne peut bien sûr pas y avoir de place pour un ingénieur qui soit à la fois un génie de l'informatique et un homme croyant et pratiquant. Si les auteurs d'Eretz Nehederet avaient daigné sortir de leur ghetto libéral et si par exemple ils avaient effectué de longues périodes de réserve à Gaza au lieu de savourer leur expresso dans un café branché de Tel Aviv, ils auraient certainement remarqué que la société israélienne, ébranlée par le traumatisme du 7 octobre, méprise aujourd'hui leur catalogage ridicule. Ils auraient découvert que cette société est en quête de spiritualité, pas de théocratie, qu'elle veut redécouvrir son identité juive sans sombrer dans la radicalité. Et s'ils avaient pris la peine d'aller écouter un des milliers de cours de Torah qui attirent tant de jeunes Tel Aviviens, plus ou moins laïcs, eh bien les créateurs d'Eretz Nehederet auraient découvert le fossé abyssal qui sépare une halakha de vie ouverte et conciliante d'un islam chiite mortifère et intégriste. En diffusant en pleine guerre ce monologue surréaliste d'Ali Khamenei, Eretz Nehederet a donc confirmé son profond décalage avec l'esprit de résilience et d'unité nationale du peuple d'Israël actuellement. Et elle a justifié ainsi cette très nette désaffection dont elle souffre aujourd'hui au sein de l'opinion publique. Pour espérer nous faire rire à nouveau, eh bien, Eretz Nehederet ferait bien de se remettre très vite à la page. Et à la une du Yediot Ahronot ce matin, une question: à quoi ressemble une victoire militaire? La réponse, c'est Yossi Yehoshua, le commentateur militaire du Yediot Ahronot, qui nous la donne et qui explique qu'il ne faut pas s'attendre à une image claire ni à une capitulation de l'ennemi. Au Moyen-Orient, explique-t-il, la victoire n'est jamais totale, c'est un processus, une suite d'améliorations sur le terrain, moins d'armes chez l'ennemi, moins de capacité et plus de contrôle côté israélien. Autrement dit, une guerre qui ne s'arrête pas vraiment, mais qui change de forme. L'auteur insiste sur un point essentiel, le vrai test, c'est la comparaison avant le 7 octobre. Et de ce point de vue, dit-il, la situation s'est nettement améliorée et il est possible de déclarer « nous avons gagné ». La guerre contre l'Iran entre aussi dans une nouvelle phase et c'est selon Aaron Hortal, un ancien général israélien,
qui nous l'explique et qui explique aussi que nous sommes désormais dans un troisième stade du conflit. Après un choc initial, puis une destruction massive des capacités militaires iraniennes, place maintenant à une phase d'usure. Avec un constat clair, l'Iran s'affaiblit, ses stocks diminuent, sa capacité de frappe recule et surtout, explique-t-il ce matin dans le Israel Hayom, sa stratégie de pression, notamment autour du détroit d'Ormuz, semble perdre en efficacité. En face, les États-Unis et Israël montent en puissance, renforcement militaire dans le Golfe, adaptation rapide et supériorité technologique, mais au-delà du militaire, l'analyse est aussi politique et le régime iranien est décrit comme fragilisé de l'intérieur, sous pression, infiltré et confronté à une population prête à se révolter à nouveau. Conclusion de l'auteur dans le quotidien ce matin, le temps ne joue plus pour Téhéran. Et toujours à ce sujet, selon des sources israéliennes et américaines, la chute du régime iranien redevient une possibilité réelle. Et c'est la chaîne E24 News qui nous l'explique ce matin. Et explique aussi qu'après la vague de frappes et d'éliminations ciblées, les structures du régime iranien seraient réellement affaiblies. Les milices du régime, mais aussi les services de sécurité intérieure, tous auraient été touchés. Objectif affiché, réduire leur capacité de contrôle et ouvrir une brèche face à une éventuelle contestation populaire. Mais prudence du côté israélien, un haut responsable parle d'un scénario possible, mais qui pourrait encore prendre du temps. Puis une tribune très offensive ce matin dans le Israel Hayom, son auteur s'en prend directement à l'Europe. Et c'est Gil Samsonov dans le Israel Hayom qui établit un parallèle frappant entre les années 30 et aujourd'hui. Selon lui, comme face à Hitler, l'Europe ferait preuve d'aveuglement face à l'Iran. Il accuse les grandes capitales, Londres et Paris en tête, de chercher l'apaisement plutôt que d'affronter la menace, une stratégie jugée dangereuse notamment sur la question du nucléaire iranien. À l'inverse, deux dirigeants sont mis en avant, Benjamin Netanyahu et Donald Trump, présentés comme les seuls à avoir pris la mesure du danger et à agir en filigrane. Une question, l'Occident a-t-il encore la capacité de réagir à temps? Puis il y a aussi question du front nord, avec un ancien général qui appelle à ne pas céder à ce qu'il appelle un calme trompeur au Liban. En effet, selon Gershon Cohen, dans les Israel Hayom aussi ce matin, Israël ne doit surtout pas se précipiter vers un accord avec le Liban, car les précédents accords avec ce pays ont tous échoué. En cause, une réalité simple, le gouvernement libanais n'a jamais eu de moyens de désarmer le Hezbollah. Résultat, chaque cessez-le-feu a permis au Hezbollah de se renforcer jusqu'à la guerre suivante. Aujourd'hui, l'analyse est claire. Accepter un retour à la situation d'avant-guerre serait, selon lui, une forme de capitulation. Il appelle donc à aller jusqu'au bout, à attendre un véritable résultat militaire avant toute discussion politique avec le gouvernement libanais. Il insiste aussi sur un point clé. Le facteur décisif sera la résistance de la société israélienne, en particulier celle des habitants du Nord. Politique à présent avec un sondage sur les intentions de vote des Israéliens aux prochaines élections législatives. Et selon donc un sondage qui est publié par la chaîne 12, le Likoud de Benjamin Netanyahu se renforce et devient encore une fois la première force politique du pays avec 28 sièges. Derrière lui, Naftali Bennett qui recule légèrement à 20 sièges et Gadi Eisenkot qui lui progresse et s'installe comme un rival de plus en plus sérieux. Malgré cette progression, malgré la progression du Likoud, la coalition reste minoritaire, seulement 51 sièges contre 69 pour l'opposition. Autre enseignement important de ce sondage qui a été publié hier par la télévision E24 News, Netanyahou reste le favori pour le poste de Premier ministre. Il creuse même l'écart face à Lapid et Bennett. Et dans ce contexte de guerre, un chiffre important, 66% des Israéliens se disent satisfaits des résultats face à l'Iran.
Alors que le monde a célébré hier la journée internationale du bonheur, une question revient. Comment Israël reste-t-il parmi les pays les plus heureux du monde? Et selon Le Maariv, la réponse ne se trouve pas dans la situation, mais dans la société. Car malgré la guerre, les tensions, l'incertitude, les Israéliens continuent de se sentir portés par la famille, par la communauté, par la solidarité. Et en période de crise, ces liens se renforcent, l'entraide augmente et le sentiment d'appartenance aussi. Et c'est cela, selon l'auteur, qui maintient Israël en haut du classement. Un bonheur qui n'ignore pas la réalité, mais qui se construit malgré elle. Et pour terminer cette revue de la presse, une histoire qui en dit beaucoup sur la réalité israélienne pendant la guerre. Et c'est le Yediot Ahronot qui nous raconte cette histoire. À Holon, un couple a célébré la Brit Mila de ses jumeaux dans un abri, nés prématurés en pleine guerre. Les deux bébés ont été circoncis entre deux alertes avec des descentes précipitées dans les escaliers et des sirènes en toile de fond. Une cérémonie simple en comité réduit dans l'abri de l'immeuble. Mais très vite, les voisins se joignent à eux. Certains apportent des gâteaux, d'autres des boissons, d'autres des décorations, d'autres viennent simplement pour être là. Et au final, une émotion très forte. Ce n'était pas seulement notre fête, c'était celle de tout l'immeuble, racontent les parents, et quelque part, celle de tout un pays, une victoire de la vie face à ceux qui veulent nous détruire. Et nous allons parler à présent de Donald Trump et des États-Unis, et plus particulièrement de cette guerre contre l'Iran, et jusqu'où Donald Trump est prêt à aller pour, justement, dans cette guerre contre l'Iran. Et pour cela, nous sommes très heureux d'accueillir Sébastien Lévy. Sébastien, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des États-Unis, vous connaissez bien ce pays, et encore plus en ce moment avec cette guerre. Et cette question, je vais la reposer. Jusqu'où Donald Trump est prêt à aller dans cette guerre contre l'Iran? Et c'est la question véritablement à laquelle que tout le monde se pose depuis le début de cette guerre. On sait très très clair, les objectifs du Premier ministre israélien et globalement d'ailleurs des Israéliens en général est extrêmement clair, c'est-à-dire sans doute un changement de régime, en tous les cas affaiblir suffisamment l'Iran pour des années et évidemment le neutraliser, notamment en ce qui concerne les menaces, que ce soit balistiques ou sur le nucléaire. Chez Donald Trump, c'est un peu plus compliqué puisque les objectifs ont beaucoup changé. Est-ce que c'est un changement de régime? Est-ce que c'est le nucléaire? Est-ce que ce sont les proxys? Est-ce qu'il est prêt à une guerre longue? Est-ce qu'il veut une guerre courte? Et on le voit d'ailleurs dans ses déclarations, un jour il dit la guerre est presque finie, de l'autre on est prêt à une guerre longue, un jour il dit les objectifs ont été atteints, ensuite. Donc on a vraiment une vraie vision stratégique chez Israël, une vision, je dirais, un peu plus tactique de la part de Donald Trump, pas de l'armée américaine mais de Donald Trump, et c'est ce qui fait qu'il est extrêmement difficile de répondre à cette question. Il y a plusieurs choses qui vont sans doute influencer Donald Trump, c'est l'économie, oui. C'est sa cote de popularité, c'est le prix de l'essence. Pour l'instant, sur la cote de popularité, il peut être tranquille puisqu'il y a eu un sondage hier qui a montré que 90% des électeurs MAGA soutenaient cette guerre. Donc, pour le coup, c'est quelque chose qui le rassure. En revanche, les prix de l'essence ont augmenté de 25% dans les 10 derniers jours. Il y a quand même une instabilité aujourd'hui, un certain nombre de risques économiques pour Trump. Vous avez des élections de midterm qui se préparent. Et puis, on sait que Trump est imprévisible. Et donc, il peut, à un moment donné, arrêter les frais en disant que les objectifs ont été atteints. Mais c'est vrai que c'est à la fois la question la plus importante et la plus difficile finalement à laquelle apporter une réponse. Alors justement, peut-être parler plus particulièrement du côté économique, du coût économique de cette guerre. Alors on a parlé du prix du pétrole qui a augmenté, mais cette guerre aussi coûte beaucoup d'argent aux États-Unis, et on va dire, est-ce que le contribuable américain est prêt justement à une guerre longue en Iran, qui est quand même à des milliers de kilomètres des États-Unis, qui peut-être ne l'intéresse pas tant que ça? Alors, j'ai parlé de la popularité de cette guerre auprès de la base MAGA. En revanche, cette guerre, en général, n'est pas populaire aux États-Unis. C'est environ 35 à 40% qui la soutiennent. Donc, clairement, vous avez aujourd'hui une défiance envers globalement les guerres et lointaines, qu'on appelle les guerres lointaines. C'est-à-dire que beaucoup d'Américains en ont assez de ces guerres qui leur coûtent beaucoup d'argent et dont ils ne voient pas véritablement les retombées positives pour eux. Et puis, vous avez effectivement des vraies conséquences économiques. Vous avez effectivement ce prix de l'essence qui est très, très important aux États-Unis pour deux raisons. D'abord, parce que vous n'avez quasiment pas de taxes aux États-Unis. Donc, vous avez un effet direct
de la hausse des prix du pétrole sur la hausse de l'essence. Et c'est quelque chose que vous voyez tout le temps. C'est toujours dans le paysage des Américains qui circulent beaucoup en voiture. Vous êtes systématiquement, vous êtes confronté, je dirais, au prix de l'essence. Donc c'est un indicateur qui est très très important. Et puis de l'autre côté, vous avez quelque chose d'autre qui est problématique pour eux, c'est que ça s'inscrit dans un contexte où déjà l'économie américaine ne va pas bien. Si on regarde en fait l'année 2025, là vous avez le président de la Fed qui a montré que finalement, il n'y a pas eu de création nette du secteur privé. Donc, vous avez en fait un contexte économique qui n'est pas très favorable. Là-dessus, vous avez cette hausse des prix du pétrole et donc une inflation qui repart également. Donc, pour toutes ces raisons, cette guerre qui déjà n'était pas populaire, elle inquiète énormément d'Américains qui se disent aujourd'hui le coût risque de ne pas en valoir la peine, c'est-à-dire un coût directement sur mon pouvoir d'achat et puis un coût globalement qui va encore affaiblir la croissance économique mondiale et donc la croissance économique américaine et donc demain l'emploi. En ce sens, Donald Trump est évidemment sur un terrain mouvant, je dirais, au niveau de sa popularité. Certes, ce qui compte pour lui, on le sait, c'est sa base. Oui. Mais à un moment donné, il doit aussi voir l'effet économique global. Et pour le coup, les nouvelles ne sont pas bonnes sur ce plan-là. Alors, il y a un autre sujet aussi qui est très important pour Donald Trump, c'est la géopolitique ici dans la région et plus particulièrement les pays du Golfe. Et pour le moment, les pays du Golfe semblent être, entre guillemets, alliés à cette guerre, même s'ils ne sont pas actifs. Mais de quelle manière, justement, les pays du Golfe peuvent peut-être intervenir sur la longueur de la guerre contre l'Iran ? Et je pense que c'est le calcul, d'ailleurs le mauvais calcul qui a été fait par l'Iran. Si l'Iran a rebondi de façon aussi forte, non seulement contre Israël, mais aussi contre les pays du Golfe, c'était avec l'idée que ces pays du Golfe pourraient intervenir auprès de Donald Trump. Pourquoi ? Parce qu'ils ont énormément d'impact sur Donald Trump pour un certain nombre de raisons. D'abord, vous avez des investissements massifs qui ont été faits à la fois aux États-Unis, mais aussi chez les proches de Donald Trump. Par exemple, le fonds d'investissement de Jared Kushner, le gendre du président, il est principalement alimenté aujourd'hui par le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Vous avez eu le cadeau fait par le Qatar à Donald Trump de l'avion. Vous avez donc des investissements massifs aussi dans la Trump Corporation. Vous avez aussi les bitcoins Trump qui ont été achetés massivement. Donc, vous avez une relation extrêmement transactionnelle, voire mercantile. On est quasiment dans la corruption entre la famille Trump et les pays du Golfe. Et donc, ils ont quand même un certain ascendant sur Donald Trump. Maintenant, ça n'est pas non plus un ascendant au point, évidemment, de lui dire exactement ce qu'il doit faire. Et aujourd'hui, clairement, le pari de l'Iran, c'est d'infliger un coup suffisamment fort à ces pays du Golfe pour que demain, ils disent à Trump, voilà, cette guerre n'a que trop duré. C'est trop, d'abord, vous avez trop de dommages aujourd'hui, puis trop de dommages, par exemple, sur l'image. L'image, par exemple, du Qatar ou de Dubaï, qui aujourd'hui était vue comme un havre de tranquillité, et aujourd'hui c'est remis en cause par un certain nombre de multinationales, par un certain nombre d'expatriés, qui demain auront peut-être du mal à revenir dans ces pays-là. Mais dans le même temps, et c'est là où c'est compliqué, dans le même temps, maintenant que cette guerre est engagée, il y a un certain nombre d'analystes qui disent qu'aujourd'hui, ces pays du Golfe se disent, maintenant qu'on est dedans, il vaut mieux affaiblir au maximum l'Iran, parce qu'un Iran qui serait seulement moyennement affaibli demain risquerait de se venger pendant des années de ces pays du Golfe. Donc on est un petit peu au milieu du gué aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est allé trop loin pour s'arrêter, et c'est sans doute aujourd'hui ce qui pourrait conduire ces pays du Golfe à se dire, voilà, il faut encore, je dirais, taper sur la tête de l'Iran, taper pour éviter demain d'être dans des représailles qui seraient trop douloureuses et qui pourraient durer des années. Donc en ce sens, c'est vrai qu'on est dans quelque chose d'assez compliqué à décoder. Les choses peuvent aller dans un sens ou dans l'autre, mais ce qui n'est pas sûr, justement, c'est qu'il y a une certaine complexité et que le pari de l'Iran aujourd'hui ne fonctionne pas. D'avoir, je dirais, impliqué de cette façon les pays du Golfe. Pardon. Alors, dernier facteur peut-être, Sébastien, et c'est celui qui est entre, on va dire, Israël et les États-Unis, et plus particulièrement entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. On a vu dernièrement, je crois que c'est une information de cette nuit, où le président américain a affirmé ne pas avoir été informé d'une frappe israélienne contre un champ gazier dans le sud de l'Iran. Est-ce que justement cette idylle qu'on a vue, cette lune de miel qu'on a vue au début de la guerre entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump pourrait s'arrêter ? Alors, elle peut s'arrêter pour une raison simple, c'est que Donald Trump, évidemment, se montre un allié extrêmement loyal et fort d'Israël, mais on sait aussi que Donald Trump, sa principale loyauté, c'est d'abord les États-Unis, puis c'est la loyauté envers Donald Trump. Et donc, je pense que Benjamin Netanyahu a conscience, et il l'a vu d'ailleurs dans la dernière guerre en juin, qu'à un moment donné, quand Donald Trump décide d'arrêter, il arrête, et je dirais qu'il peut être impitoyable. Il avait à l'époque tweeté de façon extrêmement agressive envers Israël. Il avait même dit, pardonnez mon mot, il avait dit « What the fuck are they doing ?»
qu'est-ce qu'ils font, bordel, en disant maintenant ils doivent arrêter. Donc Donald Trump, il faut savoir que sa loyauté est, et ce qui est normal pour tout dirigeant, n'est pas inconditionnelle envers Israël. Vous avez aussi un certain nombre de divisions, pas tellement chez les électeurs, mais je dirais, dans la base MAGA, des élus MAGA, ou en tout cas des proches qui ont apporté leur soutien à Trump. Vous avez certains élus qui commencent un petit peu très légèrement à prendre leur distance, et Donald Trump fait attention aussi à ce que cet interventionnisme ne soit pas trop fort, parce qu'il avait promis d'abord être America First. Et chez une partie de l'aile droite de son mouvement, vous avez quand même une certaine défiance envers tous les pays, y compris Israël. Donc c'est ça que Trump regarde aujourd'hui. Il va d'abord regarder ses intérêts, comment évolue sa base, comment sa base perçoit, je dirais, cette alliance avec Israël. Et puis il est possible aussi qu'à un moment donné, les pays du Golfe veuillent, je dirais, enfoncer un coin entre Israël et les États-Unis. Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Il n'y a pas, je dirais, de carte blanche absolue donnée à Israël. Un dernier point, beaucoup d'analystes militaires disent qu'a priori Israël a frappé avec l'assentiment des États-Unis, et il se trouve que comme ça s'est assez mal passé, Donald Trump, comme c'est fréquent avec lui, je dirais, dit non, mais je n'étais pas au courant, pour un peu se défausser sur Israël, mais il est fort probable qu'il était au courant de cette frappe d'Israël contre cette installation. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Sébastien Lévy pour toutes ces explications. Merci d'avoir été avec nous sur Studio Kalita. Merci.